Salut Flo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Oui, bah, salut Basile, donc moi c'est Flo, donc je suis colistier là, sur la liste Nantes Populaire, et moi je suis enseignant-chercheur, et donc je travaille à IMT Atlantique, donc, qui est la fusion de l'école des mines et de Télécom Bretagne. Je suis à Nantes depuis maintenant 5 ans, enfin un peu plus, depuis 2020. Et je fais mes recherches sur la sécurité urbaine. Alors plus précisément, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on mobilise les services de police et plus largement de sécurité, mobilise des technologies. Donc là, je dirige un projet de recherche qui est financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui travaille sur de comment sont développés ou pas des outils d'intelligence artificielle à des fins de sécurité urbaine. Et on regarde notamment deux technologies phares. Donc tout ce qui est vidéosurveillance algorithmique ou automatisée, ce qui a par exemple été testé voilà, pendant les JO, donc la détection automatique, ou ça englobe aussi tout ce qui est reconnaissance faciale. Donc ça, c'est le premier pool de technologies qu'on regarde. Et on regarde aussi tout ce qui est cartographie prédictive du crime. Donc là, ça serait voilà, avec des outils un peu à la Minority Report qui se développent, mais qui ne marchent pas très bien. Ouais. Oui, bah, c'est vrai que on entend beaucoup parler de ça en ce moment. Depuis enfin, quelques années, on a eu vous savez, une série de faits divers assez dramatiques, notamment en 2022. Mm. Donc, on fait beaucoup la une des télés nationales, des chaînes d'infos, et évidemment de la presse locale. Effectivement, et les gens en parlent beaucoup. Alors, ensuite, quand vous regardez, quand on travaille précisément voilà, sur le phénomène de criminalité et délinquance, il faut prendre le réflexe de séparer à minima deux choses, hein, tout ce qui est les faits de comment on mesure la délinquance, et ensuite il y a aussi le sentiment d'insécurité. Et ce qu'on remarque, hein, c'est que les deux ne sont pas forcément corrélés et que les deux en fait ne sont pas causés par les mêmes choses. Donc si on regarde sur le sentiment d'insécurité, c'est sûr, hein, on sait qu'il y a, enfin, il y a des problèmes à Nantes. Je parlais des faits divers un peu sordides, mais il y a aussi une explosion aussi, en fait. En tout cas, on entend beaucoup plus parler des violences liées au trafic de drogue, hein, et ça, c'est pas spécifique à Nantes, hein, on le remarque sur tout le territoire national. Et donc, effectivement, hein, donc ça serait assez idiot de nier qu'il y a des problématiques spécifiques à Nantes. Mais voilà, quand on regarde sur et donc on peut faire l'hypothèse, hein, effectivement, que le sentiment d'insécurité, il a augmenté. Moi, je vois au moins deux explications. Il y a premièrement, bon, c'est un peu pour blaguer, mais ce que j'appelle voilà, l'effet Pascal Pro. Et donc là, c'est vraiment lié à la médiatisation hein, de ces faits-là, parce que notre cher Pascal est nantais, donc dès qu'il se passe quelque chose, voilà, il en parle. Et là, on a regardé aussi un petit peu avec des collègues et des camarades sur le site de l'INA, notamment, en fait, on voit quand on tape qui permet justement d'objectiver un petit peu comment on parle de l'insécurité à Nantes. Et la thématique insécurité à Nantes, de 2015 à 2020, il n'y a aucun sujet quasiment qui en parle sur les chaînes voilà, CNews, BFM ou France Info. Et là, 2022, évidemment, on passe tout d'un coup à une soixantaine de sujets qui vont traiter cette thématique. 2024, ça redescend à un peu plus de 20, et puis après, c'est beaucoup plus calme. Donc effectivement, donc, je pense qu'on en parle beaucoup, et évidemment, la droite et l'extrême droite, je pense, font leur beurre un petit peu là-dessus. Et donc voilà, le premier effet, ça serait ça, un effet quand même de médiatisation. Deuxième effet, c'est vrai que on peut parler, hein, en sciences sociales, on parle pas mal de désorganisation sociale qui peuvent arriver quand on a des changements un peu brusques dans la morphologie de la ville. Et c'est vrai que Nantes, ben voilà, depuis une dizaine d'années, c'est plus 9000 personnes par an. Et donc ça amène voilà, à de nouvelles populations que peut-être les Nantais qui sont là depuis très longtemps n'avaient pas l'habitude de voir. Il y a un nouveau brassage social. Et donc c'est vrai que dans le centre-ville, il y a de nouveaux usages qui se fait. Et je pense que Nantes vraiment a, suite notamment aux politiques de métropolisation hein, Mhm. par la majorité actuelle, a attiré de nouvelles personnes. Et en fait, on a un désajustement en fait entre le centre-ville et ces nouveaux usages. Et on le voit bien en fait, le centre-ville, il y a une concentration des commerces, des services, des activités dans l'hypercentre. Mhm. Et le samedi, voilà, il y a une densité extrêmement folle. Et ça aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de monde Mhm. dans un espace géographique très resserré, eh bien, en fait, ça peut exacerber la moindre tension sociale qui serait passée de manière beaucoup plus fluide dans un espace plus apaisé et moins dense.
Alors maintenant, oui, effectivement, donc ça c'était sur le sentiment de sécurité. Si on regarde les faits, là ça va peut-être paraître bizarre hein, à certains, hein, mais quand on regarde les faits, ben, en fait, depuis plusieurs années, on a plutôt une baisse hein, de la criminalité et de la délinquance à Nantes. Donc ça paraît contre-intuitif avec tout ce battage médiatique. Et là, il y a un super travail de Laurent, donc, qui est l'agence d'urbanisme, je crois, de la région nantaise. Et donc, eux, ils ont regardé les chiffres hein, de 2018 à 2023, si je ne dis pas de bêtises. Bah, j'en ai noté quelques-uns, notamment. Donc, on peut noter il y a une baisse de 5,6% des vols sans violence contre les personnes entre 2018 et 2023. Sur les coups et blessures volontaires, bah, c'est quasiment hors cas de familiaux, ça c'est important de le dire. Euh, c'est quasiment stable. Les vols violents, on a une baisse de 1,1. Les cambriolages, ça baisse de 3,1. Pareil, les vols de véhicules ont baissé de 8%. Sur les destructions et dégradations volontaires, pareil, on a une baisse de 3,5%. Et quand on compare la métropole nantaise aux autres métropoles, et bien sur deux questions de violence, oui pour les faits de stupéfiants dont on parle beaucoup aussi, donc à Nantes, là, les derniers chiffres, c'est qu'on aurait, cette étude de Laurent, c'est qu'on aurait 3 faits d'usage de stupéfiants pour 1000 habitants, quand en fait sur le reste quand on compare aux 22 métropoles françaises, en fait on a en moyenne à 5,9, donc là aussi Nantes est plutôt en dessous. Ensuite, là, ce qui a pas mal augmenté, et la préfecture communique beaucoup là-dessus, évidemment, donc c'est le nombre de personnes impliquées pour trafic. Mais là aussi, voilà, on sait que c'est lié à une politique très volontariste et très répressive, en fait, du ministère de l'Intérieur. Et donc, effectivement, on a une augmentation du nombre de personnes interpellées pour ce type de problème. Et là aussi, ce qu'on peut se poser, c'est est-ce que, voilà, finalement, est-ce qu'on mesure le phénomène de la criminalité, enfin de délinquance, là, d'usage de stupéfiants, ou l'activité de la police. Et là, en fait, c'est un problème assez connu hein, quand on regarde les statistiques criminelles, ce qu'on appelle le chiffre noir de la délinquance. En fait, on ne sait jamais vraiment si ce qu'on mesure, c'est l'activité de la police, ou si c'est le phénomène lui-même, parce qu'il y a toujours un écart assez important, ça dépend du type de crime et de délit, mais on a un écart important entre ce qui remonte à la police et le phénomène réel. Et c'est la même chose sur ce qu'on voit, ce qui augmente beaucoup aussi, au-delà des faits de stupéfiants, sont les violences sexistes et sexuelles. Et là aussi, ça augmente beaucoup. Mais il y a tout à parier, en fait, que c'est pas vraiment le phénomène en soi, hein, que ces faits-là, en fait, ont toujours été là. Mais ce qui augmente, hein, c'est les plaintes et c'est le fait que ça remonte au service de police ou de gendarmerie. Et c'est très bien hein, que ces faits-là soient de plus en plus dénoncés. Et donc là, les derniers chiffres du ministère, je l'ai noté, alors avec tous les précautions qu'il faut prendre avec ces chiffres-là, mais il faut une comparaison de 2019-2024. En fait, il y a à Nantes, ils ont compté en 2019 32 697 crimes et délits, et 2024, on serait tombé à 24 126. Donc là, ça correspond quand même à une baisse de quasiment 26% en 5 ans. Et donc, et si on cherche à comparer, et là du coup, vu que c'est les chiffres de ministère, ils ont les mêmes bases, donc du coup, là pour la comparaison, c'est utile pour pouvoir situer Nantes par rapport aux autres métropoles. Donc là, on a un taux de criminalité qui s'établit à 74,22 faits pour 1000 habitants. Et donc, bah, c'est un peu plus qu'à Rennes, qui eux, ils sont à 73,89. Mais c'est bien moins qu'à Toulouse, hein, puisqu'à Toulouse, on a 85 faits pour 1000 habitants, et bien moins aussi qu'à Bordeaux, où on est à 118 faits pour 1000 habitants. Ça, c'est une grosse question que la recherche se pose depuis longtemps. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des résultats assez robustes là-dessus. Et ce qui est clair, ouais, le nombre de caméras à Nantes, il a vraiment explosé. Hein. Puis là, je reprenais les chiffres aussi. On est passé, voilà, on avait une centaine de caméras en 2020. 2022, on passe à 162 caméras. En 2024, on a 300. Et là, aujourd'hui, on devrait arriver à 510 caméras. Et donc en fait, on est passé, pour bien prendre la mesure de ça, on est passé d'une caméra pour 2000 habitants en 2020 à une caméra pour 637 habitants. Et donc ça, en fait, ça passe Nantes, voilà, en un mandat, en fait. Nantes se situe plutôt dans le panier haut hein, des métropoles quand on compare, voilà, qu'on rapporte le nombre de caméras au nombre d'habitants. Pour comparer, hein, j'avais noté Rennes, voilà, on a une caméra pour 1800 habitants. Toulouse, c'est une pour 585. Et à Nice, bon, c'est complètement délirant. Hein, à Nice, on a une caméra pour 80 habitants. Je suis plus chaud que tu mettes peut-être ton ordi devant Ouais, toi sur la table. ouais, ça C'est fait pas trop. grave sur ce passage, mais même pose-le sur la table, Ouais, limite comme ça, oui, c'est vrai. ça,
Ah oui, C'est un ça revers fait. bas, ça Ouais, fait comme si tu regardais tes feuilles, tu vois, que sur le côté. ouais, ouais, ouais. Voilà. Ok. Tu veux que je refasse ça ou ça? Non, t'inquiète pas. Là, tu Ok. vois. Ouais. Euh, donc c'est vrai, c'est assez tendance de se demander voilà, ben, quel est l'effet, puisque on a augmenté les caméras, là, on a une baisse de certains faits de délinquance, mais en fait quand on regarde toutes les enquêtes statistiques sérieuses qui ont travaillé hein, sur mesurer l'effet de l'installation de caméras sur la délinquance, bah là on voit que les effets sont en général très faibles, voire négatifs, et donc là on a une dernière méta-analyse qui a été réalisé en 2019. Ils ont actualisé les résultats de 2020, donc qui porte donc voilà, de méta-analyse. On prend plein d'enquêtes qui ont été faites et on essaye de synthétiser les résultats. Donc là, ils ont pris des études sur près de 40 ans. Donc à l'international sur plein de pays. Et donc ils ont pris près de 76 études. Et donc au global, ce que nous dit cette méta-analyse, c'est que l'effet moyen, c'est que on a une baisse de la probabilité qu'un crime ou qu'un délit advienne dans les zones vidéosurveillées comparé aux zones non vidéosurveillées, on a une baisse de cette probabilité de 10%. Donc, ce n'est pas une baisse de 10% de la criminalité, hein, c'est une baisse que la probabilité qu'il se passe quelque chose est de 10% plus faible dans les zones vidéosurveillées comparées aux zones non vidéosurveillées. Alors voilà, c'est pas nul, hein, c'est pas rien, mais c'est loin d'être ce qu'on nous avait annoncé. Et il faut savoir en fait que cet effet-là, eh bien, il est très variable en fonction du type de crime et de délit, bien sûr, et aussi en fonction du type de lieu. Ce qui drive un petit peu là où on sait où ça marche bien, en fait, c'est assez spécifique, hein, ce sont pour les parkings. Donc là, l'effet est très fort et significatif statistiquement. Et on sait expliquer pourquoi, hein, parce que les parkings en général, bon, c'est des endroits, le périmètre assez balisé, c'est surveillé, il y a souvent des gardiens, le taux de couverture par les caméras est quasiment de 100%, hein, notamment des entrées et des sorties. Elles sont effectivement regardées par le gardien, donc là, ça a un vrai effet hein, sur les vols ou dégradations de véhicules. Là, ce que montre cette deuxième analyse, c'est que là où elle montre où c'est fort aussi, c'est dans une certaine mesure, contre les cambriolages en zone pavillonnaire. Mais en dehors de ça, eh bien en fait, pour tout ce qui est dans les centres-villes, dans les habitats collectifs, dans les transports publics, là, on n'a pas d'effet statistiquement démontré entre l'installation de caméras et la baisse de criminalité. Pareil, voilà, ça dépend donc ça c'est pour les lieux, sur le type de délit, je l'ai déjà un petit peu dit, hein, mais ça marche voilà, sur les vols, dégradation de voitures, sur les cambriolages, mais pour tout ce qui est des agressions, trafic de drogue, troubles à l'ordre public, ce qui se passe dans l'espace public, ce pourquoi en fait on nous dit qu'on va les installer, et bien en fait là on sait que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'effet statistique qui est démontré. Donc pour moi il est assez difficile d'imaginer que la vidéosurveillance serait globalement inefficace, ou sauf elle serait efficace que pour les parkings et contre les cambriolages en zone pavillonnaire et inefficace sur le terrestre. Donc ça serait le résultat qu'on a à l'international. Mais de penser que, en revanche, à Nantes, elle serait miraculeusement efficace. En tout cas, moi, je pense voilà, qu'il faut avoir une politique très raisonnée. Là, on est passé à 510 caméras, ce qui est déjà assez énorme. Et je pense voilà, que c'est leurrer les personnes que de dire qu'en installant des caméras, on va mieux vous protéger. C'est pas le cas. Oui, donc là, on a beaucoup parlé effectivement pour l'effet dissuasif, hein, qui pour tout ce qui est crime violent, trouble à l'ordre public, bon, ça ne fonctionne pas vraiment. Et ensuite, vraiment, effectivement, le deuxième argument, c'est de dire, bah, ça va aider pour la résolution d'enquête, on va pouvoir retrouver, identifier des personnes. Alors, effectivement, hein, je ne dis pas que ça ne sert à rien, et les personnes ont toujours un ou deux exemples hyper marquants pour mettre ça en avant. Bon, on va parler des voleurs du Louvre, etc. Donc bon, il y a toujours des faits effectivement où ça va aider. Mais encore une fois, dès qu'on prend du recul et qu'on essaye d'objectiver, de mesurer concrètement l'apport de la technologie à la résolution d'enquête, ben, là aussi, on est quand même forcé d'admettre que les images sont très peu utilisées pour résoudre l'enquête ou retrouver des personnes. Et donc ça, on a des enquêtes qui le montrent et qui le montrent de manière régulière. Hein. Donc, à Lyon, et donc ça c'est des chiffres de la Cour régionale des comptes en 2008, ils avaient noté il y avait 322 réquisitions pour 45 000 faits de délinquance. Donc ça fait une utilisation de la vidéo dans 0,07% des cas. 2015, donc un peu plus tard à Marseille, c'est pareil, sur 55 000 faits de voie publique,
Ils avaient noté qu'il y avait 103 qui ont été élucidés grâce à des images vidéo. Donc là, on est à 0,2% des cas. Et on a aussi l'étude de Guillaume Gormand en zone gendarmerie, plus récent, en 2017-2020, autour de Grenoble. Et là, sur 1939 enquêtes, 22 seulement ont été élucidés grâce à l'exploitation d'images. Et donc là, on est sur 1,13. Donc voilà, on est plutôt sur des pourcentages quand même très très faibles. Et à Nantes, bah, c'est la même chose. Alors, les chiffres dont on dispose sont très imparfaits, mais la métropole, elle communique, parce que le CSU, donc le Centre de supervision urbaine, ça c'est métropolitain, donc ils communiquent, voilà, ils avaient dit, il y a eu 3000 extractions de vidéos. Donc extraction, c'est là où la police a demandé des réquisitions d'images. Et donc, voilà, 3000 extractions entre 2018 et 2023. Donc, si on fait une moyenne, ça fait 600 extractions par an. Et donc là, c'est pareil, si on rapporte au nombre de faits de voie publique, alors c'est très imparfait comme mesure, mais tant qu'on n'aura pas d'enquête plus solide, ben on a que ça pour se donner une idée. Et donc là, voilà, en 2023, il y a un peu plus de 20 000 faits de voie publique. Et donc, et encore là, je prends que Nantes, je ne prends pas toute la métropole. Alors le CSU, c'est toute la métropole, mais bon. Et donc, ça fait une utilisation de la vidéo dans seulement 2,9% des cas. Et donc, on est sur des ordres de grandeur assez raccords de ce que montrent les autres études. Voilà, et donc, c'est une utilisation quand même assez faible en fait pour aider vraiment le travail de la police judiciaire. C'est vrai que quand on voit ces résultats qui sont quand même peu mirobolants, on peut le dire comme ça, c'est intéressant de se poser la question du coût. Alors, une caméra, évidemment, ça dépend de la technologie, de sa résolution, mais aujourd'hui, une caméra, ça peut aller entre 10 000 et 30 000 euros à l'achat. Alors là, pour l'achat, on peut avoir des aides de l'État, mais ensuite, évidemment, il y a le coût de fonctionnement. Et là, la métropole, elle a communiqué sur le fait qu'en gros, il y a un coût de fonctionnement par caméra et par an de 2000 euros. Voilà, 2000 euros par an par caméra. Et donc, si là, aujourd'hui, on va monter à 510 caméras, et ben, ça fait plus d'1 million d'euros, voilà, le coût de fonctionnement, d'entretien et des personnes qui travaillent au CSU. Alors, évidemment, ce million d'euros, voilà, c'est la métropole, donc c'est mutualisé, mais c'est quand même pas négligeable aussi pour une ville comme Nantes, quoi. Alors effectivement, augmenter le nombre de policiers, c'est aussi une solution qu'elle va en poupe. Donc le candidat de droite propose de doubler le nombre de policiers municipaux. Mais il faut savoir que la majorité sortante a déjà fait ça, a déjà doublé. On est passé de 115 policiers municipaux en 2020, 145 en 2024, puis on devrait arriver à 235 en 2026. Et donc en fait, c'est vrai que quand on regarde ce qu'a fait la majorité sortante depuis 2020, en fait, elle a déjà appliqué le programme de la droite de 2020. Et donc là, voilà, aujourd'hui, on propose d'aller encore plus loin. Il faudra encore doubler le nombre de caméras, doubler le nombre de policiers municipaux. Mais là aussi, et je sais que c'est très contre-intuitif, que les personnes ont du mal à croire, mais ce n'est pas parce que vous allez avoir plus de policiers dans les rues que vous avez moins de crimes et de délits. Et en fait, là aussi, on a des enquêtes assez claires et ça peut être un peu désarmant en fait, pour un exécutif municipal ou même pour la hiérarchie policière. Mais en fait, des enquêtes statistiques sur le long terme, les enquêtes d'historiens, ils montrent qu'en fait, on a peu de lien entre les stratégies policières et les niveaux de criminalité. En fait, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Ce qui sous-entend en fait que les causes de la criminalité, c'est des choses beaucoup plus structurelles, beaucoup plus fondamentales, et que les stratégies policières en fait jouent peu. Et donc là, il y a des études précises sur les tactiques traditionnelles. Donc tactique traditionnelle, c'est plus de patrouilles, plus de personnes dans les rues. Et ben en fait, c'est donc l'îlotage ou la patrouille aléatoire, les contrôles d'identité de manière un peu aléatoire aussi. Évidemment, ça varie en fonction là aussi du type de crime et de délit, du type de lieu. Mais en fait, c'est pas beaucoup plus efficace que la technologie. Et là aussi, tout ce qui est sur crimes violents, les délits liés à la drogue, le fait d'augmenter les moyens traditionnels de la police, en fait, on voit qu'il n'y a pas d'effet sur la criminalité. Il y a aussi des études, notamment, je connais bien des études qui ont été faites au Canada. On a des études qui essayent de mesurer
Le fait, si on implante plus de commissariats aussi, quel va être l'effet sur la répartition du crime? Et donc il y a des enquêtes qui s'amusent, voilà, il y a eu à Montréal des commissariats qui ont été supprimés, et donc du coup il y a des collègues qui ont regardé l'effet sur la criminalité, c'est pareil en fait, ils ont montré qu'il n'y avait pas vraiment d'effet un peu sur la répartition, mais sur le volume, en fait, le fait d'avoir un commissariat en moins, en fait, on n'avait pas plus de délinquance. Alors, ce qui marche en revanche, c'est ce qu'on appelle les solutions orientées problème. Et donc là, c'est assez simple au fond, mais c'est de dire, bon, chaque problème est spécifique, on va essayer un petit peu d'étudier les causes plus ou moins directes de ce phénomène, on va essayer d'agir dessus. Et là, ce qu'on se rend compte, le souci, c'est que la police, c'est pas une institution, c'est pas une organisation qui est souvent la mieux équipée pour gérer les problèmes qu'on a le problème de gérer, parce que quand on regarde les causes, ce sont des causes économiques, sociales, environnementales, et donc la partie juste répressive au maintien de l'ordre, finalement, on arrive en bout de chaîne et c'est pas avec ça qu'on va régler les problèmes. Et on comprend bien que c'est pas en patrouillant de manière aléatoire, en faisant du contrôle, parfois du contrôle au faciès, ou de contrôle de petits dealers ou de consommateurs en bout de chaîne, qu'on va démanteler des réseaux. Donc nous, on pense par exemple que ce qu'il faudrait, s'il faut dealer des choses avec le ministère de l'Intérieur, c'est pas plus de CRS, qui ne sont absolument pas formés pour démanteler des réseaux, mais juste pour un petit peu faire des gros bras et faire du maintien de l'ordre. Ce qu'il faut dealer, c'est plutôt de avoir plus d'enquêteurs de police judiciaire qui, eux, vont faire un travail d'enquête de long cours. Donc c'est ça qui va être efficace. Et donc c'est pas avec des opérations en place nette, là, telles que veulent les faire Retailleau ou Darmanin, qu'on va régler les problèmes. C'est pas non plus avec l'espèce de rafle aussi qu'on a eu au mois de février à Nantes, en plein centre-ville, contre les sans-papiers, qu'on va lutter efficacement contre des réseaux criminels qui exploitent des populations qui sont vulnérables. Donc nous, ce qui marche en revanche, ce sont des politiques coordonnées de sortie de la violence et de prévention. Si, il y a des problèmes, mais nous, ce qu'on propose, c'est à partir de justement, on a lu beaucoup des enquêtes qui étudient voilà, qu'est-ce qui marche pas. Et donc là, nos propositions, elles sont basées sur ces résultats-là, qui sont maintenant robustes, et aussi sur les échanges avec les habitants, notamment des quartiers populaires, des gens du centre-ville. On a construit ces propositions. Et donc, ce qui marche, c'est des politiques coordonnées à la fois de sortie de la violence et de prévention. Et donc là, nous, à très court terme, à moyen terme, ce qu'on propose, c'est des équipes de protection multispécialisées. Et donc qui seraient chargées d'accompagner les personnes voilà, qui se sentiraient en insécurité ou qui vivraient des troubles, ouais, des personnes qui auraient des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, de santé mentale, parce que c'est beaucoup ça aussi, les gens qui sont un petit peu inquiets, qui nourrissent le sentiment d'insécurité, c'est qu'effectivement vous êtes un commerce, donc il y a des sans-abri voilà, qui sont allongés, il y a des personnes qui vont nous interpeller parce que ils ont des problèmes de santé mentale, il y a effectivement aussi du trafic, mais voilà, et donc ces équipes de protection multispécialisées pourraient charger voilà, d'apaiser les tensions, de prendre en charge ces personnes qui ont des problèmes de santé mentale, et elles seraient vraiment formées à ça. Et nous ce qu'on pense, c'est qu'il faut que la police arrête de s'occuper des problèmes qui ne sont pas de son ressort, parce que la plupart du temps, on les appelle pour des problèmes de santé mentale, de drogue, de tension, effectivement. Et donc, eux, ils ne sont pas formés à la désescalade, ils sont formés pour intervenir de manière répressive. Et donc là, ces équipes, elles seraient constituées voilà, donc d'éducateurs spécialisés, d'infirmiers, de personnes ou au moins de personnes formées au premier secours, de personnes formées également des secouristes en santé mentale, des spécialistes d'addictologie, et donc évidemment ils seraient aussi en lien avec les services sociaux et d'hébergement d'urgence. Mais voilà, donc l'idée ça serait d'avoir des équipes qui sont capables d'intervenir. L'objectif ça serait d'avoir au moins 7 équipes de 5 personnes qui seraient en train de circuler tous les soirs dans Nantes. Donc bien sûr surtout au centre-ville, mais aussi dans des quartiers où il peut y avoir des problèmes. Donc ça serait la première solution. Et ça serait couplé aussi avec des maisons de la nuit
hein, qui seraient situés du hangar aux bananes, commerce, bouffées, aussi dans les quartiers, où là, il y aurait une présence rassurante aussi, où les personnes voilà, vont savoir que c'est ouvert 24 sur 24, qui vont pouvoir être accompagnés, aidés, être rassurés, et ça tout au long de la nuit. Et on couplerait ça aussi avec des extensions des transports en commun, hein, parce que ça aussi, c'est important pour bien vivre la nuit notamment, et avec une politique d'éclairage public qui serait quand même un peu plus ciblée que la politique actuelle. Ouais, là aussi, on a travaillé sur un plan drogue, et pareil, on va sortir du tout répressif. Donc là, il y aurait une approche plutôt santé publique de la consommation, parce que ça, on n'en parle vraiment pas assez. Parce que voilà, donc les Darmanin, les Retailleau, ils veulent s'attaquer aux petits dealers ou aux petits consommateurs, mais on ne se questionne jamais sur le pourquoi les gens vont consommer. Donc là, on est plutôt, nous, pour une optique de santé publique. Donc on pense qu'il faut ouvrir un second centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et aussi, il faut le dire, et je pense qu'il faut l'assumer, il faut ouvrir des lieux de consommation qui soient encadrés pour éviter que justement qu'il y ait des usages de consommation dans l'espace public, dans les halls d'immeubles, aux abords des écoles. Je crois qu'il y a une pétition voilà, d'habitants à côté de la gare et d'Allonville justement qui en a assez de Surbissa. Effectivement, il faut assumer que ces personnes ont besoin de soins et il faut leur proposer des espaces encadrés pour ne pas effectivement que déjà eux ils se mettent en danger et puis en plus effectivement ça peut mettre en danger les riverains. Donc il faut des lieux de consommation encadrés. Donc ça c'est pour la partie consommation. Et ensuite aussi il faut attaquer le problème à la base. L'idée c'est qu'il y ait zéro jeune qui ne soit recruté par ces réseaux criminels. Et ça c'est hyper important parce qu'on sait en fait ces réseaux criminels ils vont recruter de plus en plus jeunes, ils vont recruter même à l'extérieur aussi de la ville. Bon mais du coup nous, ce qu'on peut faire à l'échelle d'une ville, c'est empêcher ces recrutements, et, parce que ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses pour ces jeunes-là, pour leur famille. On sait que le recrutement il peut commencer jeune et l'une des premières causes c'est le décrochage scolaire ou même ceux qui n'ont jamais accroché comme dit Mahmoud Mohamed. Et donc là il faut mettre le paquet effectivement il faut drastiquement renforcer tout ce qui est aide aux devoirs, la présence d'adultes dans les classes. Et il faut vraiment renforcer voilà, tous les acteurs éducatifs qui accompagnent au mieux les jeunes et les enfants. On pourra voir aussi le fait que la ville garantisse des stages justement à ces jeunes, pour notamment les stages de troisième, pour découvrir des métiers. À la ville de Nantes, c'est beaucoup de métiers. Et on pourrait aussi proposer voilà, que ces jeunes et ces adolescents aient plus de lieux autogérés, justement parce qu'il faut une politique voilà, occupationnelle. Il faut proposer des éléments crédibles qui soient rémunérateurs et pas besoin, on sait que les enquêtes, il n'y a pas besoin de proposer des choses mirobolantes, parce que les réseaux criminels font miroiter, en fait, c'est fou. Souvent, quand vous êtes en bout de chaîne, vous ne gagnez pas beaucoup. Donc, il faut juste proposer des alternatives crédibles, légales et aussi rémunératrices et occupationnelles, en fait, pour nos jeunes. Et donc, on pense vraiment voilà, que ce sont des solutions qui sont de moyen et de long terme, qui vont vraiment agir sur les causes, parce que c'est à se demander quand même si les solutions voilà, de la droite et de l'extrême droite, en fait, on sait que c'est des solutions qui n'agissent que sur des symptômes, et parce qu'ils ont toujours tout intérêt en fait que ces problèmes continuent, parce qu'ils font leur beurre dessus. Nous, ce qu'on va proposer, c'est vraiment on s'attaque à la racine du problème avec des solutions qui sont basées sur des enquêtes, basées sur le vécu des gens et qui vont agir sur les causes pour vraiment améliorer les choses.